Bienvenue sur EventCheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck, et votre hôte sur ce podcast. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode et une grande surprise. Pour cette rentrée et après beaucoup de réflexions, beaucoup de travail dans nos équipes, on a décidé de transformer nos épisodes en talk show. L'idée, une table ronde, des invités, des chroniqueurs, un terme à forte valeur ajoutée pour votre quotidien. Avec ce nouveau format, on souhaite vous offrir des épisodes très qualitatifs et actionnables, mais conserver cette touche d'énergie joyeuse qui vous plaît tant. Alors aujourd'hui, autour de la table, j'ai Anne-Claire, notre responsable du service client et succès, Lucie, notre responsable des contenus, Margot, notre responsable des ventes, Julien, notre développeur, Reda, mon associé, et moi, Clémence. Normalement, vous reconnaissez ma voix. Aujourd'hui, on vous propose de décortiquer tous ensemble le plan d'action commercial. Est-ce que vous êtes prêts autour de la table pour le plan d'action commercial ? On est prêt, c'est parti. Yes. Let's go. Donc avant que chacun vous donne ses bons conseils sur chaque point clé du plan d'action commercial, je trouvais ça bien qu'on revoie un petit peu les bases. Pour information, j'ai pris comme source la BPI, donc vous pourrez facilement retrouver en ligne ces informations. Un plan d'action commercial, déjà, c'est quoi ? C'est ce qui va vous permettre d'identifier l'ensemble des actions commerciales et marketing, parce que c'est pas très loin, que vous voulez mettre en place pour votre entreprise. Généralement, vous le réalisez sur une période donnée, donc 1 an, mais vous pouvez le découper en trimestres, en mois, en semaines, ça me paraît beaucoup, mais en trimestre, c'est tout à fait possible. Le plan d'action commercial permet de fixer vos priorités. Vous allez regarder ce que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre et comment vous allez le vendre. Et en fait, sous chaque catégorie, il va y avoir pas mal de sous-thèmes. Le plan d'action commercial est aussi souvent composé de 3 grandes parties. On se fixe des objectifs, on a tout ce qui est action opérationnelle et on a des détails financiers puisque certaines actions vont vous demander un budget. Comme par exemple, installer un outil incroyable comme BookingCheck pour être beaucoup plus performant. Extraordinaire. Ces 3 grandes parties donc vont se composer en sous-parties et on vous conseille vivement d'avoir un suivi pour piloter les actions sur le terrain. Mais aussi, si on se projette plus loin, l'objectif du plan d'action commercial, ça va être de vérifier que vos choix stratégiques sont les bons, que les résultats obtenus sont à peu près calqués sur les prévisions de vente que vous voulez faire. Et donc, vous allez avoir des indicateurs de performance pour vous aider à mesurer un petit peu ce que vous avez mis en place. Donc là, on va partir du principe que avec ce qu'on va vous raconter, vous pouvez partir de zéro et créer votre premier plan d'action commercial si vous n'en avez pas eu avant. Si vous en faites déjà un, ça vous permet de venir faire une petite piqûre de rappel et d'être sûr que vous pensez à tout dans ce plan d'action commercial. Donc, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet du plan d'action commercial, on va d'abord avoir Margot, qui est notre responsable des ventes. Donc elle adore les plans d'action commerciaux. Et avant de faire un plan d'action, qu'est-ce que tu regardes, toi, Margot, quand tu arrives dans une entreprise ou que tu fais un petit état des lieux de ce qui s'est passé pendant une année ? Du coup, ce qui est important en général quand on cherche à réfléchir à un plan d'action commercial, ça va être d'analyser les indicateurs de performance. Qu'on appelle aussi souvent des KPI. Voilà. Ouais, dans le langage... Exactement, je vais sûrement dire KPIs maintenant. Tu peux, on a expliqué, donc c'est parti. Super. Du coup, il y a plusieurs catégories de KPIs et même au quotidien, quand j'échange avec nos clients, avec des prospects, je vois que ce sont souvent les mêmes qui ressortent, et tant mieux, puisqu'il y en a quand même certains qui sont essentiels et prioritaires.
Du coup, évidemment, parmi ceux qu'on retrouve principalement, ça va être le chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc, en général, vraiment le chiffre d'affaires qui est réalisé au réel. On a un top 3, on va dire, de ceux que je retrouve principalement. Donc, ça va être le chiffre d'affaires. On a aussi tout simplement le nombre de contrats Mmh. qui ont été signés Mmh. et aussi le taux de conversion. Donc, tout ça, comme tu le disais, Clément, sur une période vraiment donnée. Mmh. En général, 1 an, moi, je trouve que c'est bien. Trimestre, ça marche aussi. Et ça permet Après, vraiment, sur ces chiffres-là, ce qui est pas mal, c'est que tu peux avoir une donnée annuelle et puis tu peux avoir des graphiques, mois par mois pour te donner une tendance aussi sur, ta saisonnalité, les typologies que tu as, sur des périodes, tu peux le exactement. découper. Ouais. Oui, oui, complètement. Moi, je regarde très régulièrement justement grâce à des outils, notre CRM, on a vraiment des graphiques qui sont générés, qui permettent d'avoir tous ces chiffres vraiment facilement. Donc, c'est quelque chose à consulter vraiment très régulièrement. Donc ça, c'est vraiment le top 3 que je rencontre au quotidien, que j'utilise moi et aussi quand j'échange avec des prospects. Puis après, il y en a d'autres qui surviennent de temps en temps, pas tout le temps, certains qui sont quand même assez importants aussi. Donc, on nous demande souvent. Mais que toi tu recommandes? C'est-à-dire que oui, que Je vais exactement. si tu étais responsable des ventes pour, un établissement qui fait de l'événementiel, toi tu les regarderais? Oui, Ouais, complètement. OK. Il y en a certains que j'ai même un peu découvert et approfondi tout simplement avec les échanges avec les prospects, chose auxquelles je pensais pas forcément. Et certains, pour être honnête, que l'on m'a jamais demandé, mais qui selon moi sont quand même assez importants. Donc je vais quand même les mentionner. Donc déjà, quelque chose qu'on nous demande souvent, c'est le chiffre d'affaires par rapport aux objectifs. C'est Mmh. un point qui est clé parce qu'avoir le chiffre d'affaires au réel, c'est bien, mais pouvoir justement le comparer par rapport à des objectifs qui ont été déterminés en amont, c'est quand même essentiel. Donc on a vraiment ce premier KPI. On a aussi quelque chose que l'on me demande vraiment très peu, c'est le taux de repeat, donc la récurrence, en fait, le nombre de fois dont revient le même client. Se dire voilà, j'ai fait un événement, est-ce que je vais combien de fois ce client est revenu, quel est le chiffre d'affaires qu'il nous rapporte, parce que Mmh. forcément je pense qu'on va le mentionner par la suite, mais analyser ces données pour pouvoir justement fidéliser les clients, c'est essentiel. Bah, Se dire voilà. surtout sur ce marché. On est sur un marché Oui. où le taux de repeat existe, donc le traquer, en effet, ça nous permet, de pouvoir ensuite avoir des actions, commerciales, ciblées. Mmh. Oui, complètement. Et surtout, c'est un peu lié aussi au fait que l'historique est clé également, de voir vraiment, de pouvoir analyser ça sur plusieurs années même, puisque on imagine qu'on a un client qui vient tous les ans, un grand client, un gros client qui vient tous les ans, qui fait le même événement. C'est quelque chose qu'il faut analyser, puisque potentiellement cette année, on a un plus petit groupe qui cherche à être positionné sur la même date. Voilà, il faut analyser, se dire OK, tous les ans, j'ai ce client, il vient à cette date. Je pense à garder quand même cette date en option pour pas justement bloquer mes espaces et risquer de perdre potentiellement un gros contrat Mmh. comme ça. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Après, quelque chose qu'on me demande parfois et je trouve que c'est très pertinent, c'est pouvoir comparer l'upsell par rapport au devis finalement qui a été signé initialement. Donc avoir vraiment quelles sont les ventes additionnelles qui ont été faites, quel est le montant, parce que parfois c'est beaucoup plus important que ce à quoi on peut s'attendre. Mmh. Donc c'est Bah, quand on le voit d'ailleurs avec Booking Check, même parce ouais, que parfois entre ce que les clients pensent faire comme chiffre d'affaires et ce qu'ils font réellement, il y a des gros décalages, en plus ou en moins, mais souvent en plus. oui, Mmh. oui, oui, complètement. Ouais. C'est pour ça que c'est assez important de pouvoir l'analyser. Et pareil, c'est aussi relié à un autre KPI, ce qui est de pouvoir analyser vraiment la répartition des revenus en fonction des différentes catégories. Se Mmh. dire quel est le revenu qui a été fait sur du locatif, quel est le revenu qui a été fait sur juste le F&B, Mmh. qu'est-ce qui a été fait sur potentiellement des prestations justement annexes. Option, ouais. Voilà, Mmh. exactement. Donc ça, c'est un point qui est assez clé, donc de pouvoir vraiment filtrer et suivre par typologie de revenus justement tous ces éléments. Et ensuite autre chose qui peut être pertinent, c'est le temps de conversion.
On se dit que voilà, combien de temps entre le moment où on a reçu la demande et le moment où on a signé notre contrat. C'est relié aussi forcément à un temps qui est très important, qui est le temps entre la réception de la demande et le moment où on a envoyé le devis. Donc ça, c'est plus sur la partie réponse au client. Mais Ouais, taux de réponse, oui. voilà. Mmh. Et donc, enfin, évidemment, le fait de répondre plus rapidement, ça peut accélérer aussi le. Bah, en tout cas, si on analyse les deux, enfin, si on a ces deux données et qu'on les analyse, on peut voir s'il y a un impact ou pas. Oui, 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 complètement. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. On me le demande pas souvent, mais en tout cas, moi, dans mon quotidien, j'aime beaucoup l'analyser. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir analyser justement le cycle de vente, de voir en fonction des typologies de clients aussi, se dire, voilà, les gros devis, par exemple, est-ce que ça met plus de temps que les petits? Pas forcément. Justement, pouvoir analyser un petit peu ça. Peut-être que c'est en fonction, je sais pas moi, des typologies de clients, en fonction des périodes, Mmh. en fonction de tout ça. Donc, Tout à fait. Merci, voilà. Margot. Je t'en Pour ton prie. retour d'expérience. Alors, on l'a un petit peu évoqué en disant si on a cette donnée, et justement, on va parler de si on a cette donnée, pour pouvoir analyser des KPI comme Margot vous le conseille, il faut d'abord les capter, les stocker et éventuellement les structurer, parce que sinon vous n'aurez pas grand-chose à analyser. Et pour cela, je vais demander à Julien de nous aider. Parce Alors que attends, moi généralement... j'avais quelque chose à rajouter par rapport à ce que Ah, pardon. Parce que Margot avait dit. La première chose, c'est KPI. Déjà, c'est Key Performance Indicators. Donc en français, c'est indicateur clé de performance pour tous ceux qui sont hyper attachés À la à la langue langue française. française. Le deuxième point, c'est que nous, de ce qu'on observe dans les établissements qu'on accompagne, euh, c'est pas un réflexe premier que d'aller analyser les chiffres de manière globale. Hein. C'est encore quelque chose qui est très, on va dire, oui, qu'on ne voit pas beaucoup par rapport encore une fois à d'autres secteurs. Donc là, on a l'impression qu'il y a majoritairement du pilotage à vue. Un autre point aussi que je trouvais intéressant, c'est vu que le commercial événementiel, il est vraiment à la croisée des chemins entre du commercial pur et de l'opérationnel. Effectivement, rajouter cette histoire de pilotage de chiffres, on va dire qu'ils ont déjà suffisamment de choses à faire dans leur quotidien, et donc je comprends. Je comprendrais qu'ils aient pas le temps de faire tout, toutes ces analyses-là. Le dernier point que je voulais soulever, c'était attention à ne pas vouloir suivre trop de choses. Parce que on peut vite tomber dans le comment on appelle ça, La surconsommation de... dans la surconsommation, voilà, analyse. Généralement, il est conseillé de pas dépasser 3 indicateurs clés, et surtout, Au nous, quotidien, oui, c'est ça. Oui, après, quand on fait des analyses plus en sur un profondeur, sur semestre. l'année, ce genre de choses, oui, on peut aller plus en profondeur. Mais il faut toujours avoir en tête que on va creuser un indicateur ou on va en chercher un autre parce qu'on veut comprendre quelque chose de plus. Et surtout, ce qui est le plus important d'avoir en tête, c'est que les indicateurs clés de performance doivent être analysés dans une optique d'avoir un impact sur eux. Si on Alors, choisit un indicateur clé et on n'arrive pas à avoir un impact sur ça, ça ne sert strictement à rien. je vais peut-être un peu traduire. Ça veut dire que si, par exemple, vous décidez de suivre votre chiffre d'affaires au quotidien, il faut qu'au quotidien, les actions que vous mettiez en place soient censées augmenter ce chiffre d'affaires. Sinon, en fait, le suivi, on vous donne pas beaucoup d'infos. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de suivre les bons indicateurs par rapport aux actions que vous mettez en place et aux améliorations que vous souhaitez avoir et que vous avez fixées dans vos objectifs. Exactement. Je reviens à Julien, puisque tu disais justement
à un point très juste, on a des métiers où on a du mal à avoir le temps de traquer de la donnée, et ça va être tout ton sujet, parce que généralement, nos amis les développeurs ont une bonne vision sur la structure de données, sinon ils pourraient pas bien faire leur métier. Pourquoi structurer, comment structurer? C'est quoi Eh ben, ton avis, Julien? déjà, Margot et Reda ont ont ouvert pas mal de portes et couvert pas mal de choses à ce sujet-là. Mais comme ils l'ont dit, on fait une to-do. Si on prend l'exemple du plan d'action commerciale, on peut avoir une to-do, donc une liste de tâches commerciales à faire, et c'est bien. Et par la suite, on doit ajouter une couche de pilotage par-dessus. Et c'est là qu'on va structurer ces données pour pouvoir piloter de manière mesurable, comparable et actionnable, comme l'a dit Margot tout à l'heure. Mmh. L'idée, en fait, c'est de transformer un peu cette activité commerciale en une sorte de système. On va pouvoir mesurer, on va pouvoir ajuster en fonction des indicateurs qu'on observe, on va ajuster nos différentes actions et on va pouvoir les améliorer par la suite. Donc, on peut avoir, par exemple, grâce à la structuration. Pourquoi structurer ces données? C'est pour avoir une visibilité donc sur le flux actuel, ce qu'on peut appeler le pipe un peu dans le jargon, voir où on est, si on prend un exemple de lead, où en est ce lead dans le processus. On peut ensuite prioriser les efforts par rapport à un nombre de leads, à un nombre de le temps que passe un lead dans une certaine étape, par exemple. Donc on va prioriser nos efforts par rapport à ça. Et ça va permettre aussi de détecter des points compliqués dans le Mmh. pipe, et pour prioriser nos Des efforts par rapport à tout ça. Mmh. Heu et D'ailleurs, ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, c'est que, moi j'ai connu, cette analyse, où, i si on remplissait pas bien notre tableau Excel, on n'avait rien à sortir, à la fin de l'année ou à la fin du mois. Mais aujourd'hui, tout l'intérêt, c'est que, il y a des personnes, qui ont des têtes pensantes sur, toute cette partie chiffres, comme les développeurs, et que les outils facilitent grandement le tracking, le fait aussi que toutes les données aient, le même format, parce que ça, c'est très important. Si sur Je vais donner un exemple bête, parce que je sais que ça vous arrive, ceux qui nous écoutent. Quand je mets dans ma colonne un point et ou une virgule sur une donnée de CA, et ben à la fin, si je mets pas partout une virgule ou partout un point, et ben je peux pas sortir la somme parce qu'il veut pas. Or avec un outil, j'évite ce genre de problème, non? Exactement. Mmh. C'est exactement aussi notre rôle en tant que dev, tech. C'est-à-dire quand on gère la donnée, c'est qu'on va se mettre, d'accord pour structurer cette donnée, la manière de la structurer pour pouvoir, l'exploiter au mieux par la suite. Donc pour ça, il y a 3 grandes règles, on va dire. Nous, notre rôle, ça va être donc structurer cette donnée de manière à ce qu'on parle tous le même langage. Donc on va se mettre d'accord sur ce que veut dire, par exemple, qu'est-ce qu'une source? Qu'est-ce qu'un statut? Qu'est-ce Ou un que certains temps, on un parlait KPI? de temps de réponse. Le temps de Exactement, réponse, c'est entre quel moment et quel moment? exactement. Mmh. Pour que, la fondation de notre donnée, soit claire pour tout le monde et qu'on ait quelque chose de solide sur lequel s'appuyer par la suite. On va aussi, comme l'a évoqué Reda, on va se mettre d'accord sur quoi mesurer. On va mesurer ce qui compte, donc pas avoir trop de KPI, mais vraiment par exemple le temps de réponse, la durée d'une étape ou ce genre de choses en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Et la dernière, c'est aussi, donc ce que tu as dit, c'est dater. Donc, prendre tel indicateur A, on va le dater sur cette période. On va commencer à traquer dès le départ, chacune de nos métriques, de nos actions pour pouvoir avoir une vue claire sur tout ça. Donc pour résumer, voilà, on va centraliser et nommer, les données pour pouvoir les Mmh. exploiter. On va suivre des indicateurs clairs, qu'on aura définis et on va traquer ces indicateurs dès l'origine. Donc dès qu'un événement arrive, par exemple, nous, on va se mettre d'accord sur, la date à partir de laquelle on considère que cette métrique doit démarrer. Mmh. Et Et donc nous, notre rôle ça vous permet de recracher derrière des vues, qui exactement, sont déjà c'est ça. prêtes à l'emploi avec de la donnée, à analyser, sans avoir à refaire, des manipulations.
C'est ça. Une fois Mmh. qu'on a la donnée claire, donc le but c'est pas d'avoir un maximum de données, c'est d'avoir les données qui sont impactantes et utiles et de les avoir propres, d'avoir des bonnes données pour permettre derrière juste ensuite de nous on va créer des vues, on va créer des dashboards comme sur Booking Check par exemple, des dashboards de performance, de statistiques basés sur ces données qui ont été nettoyées, qui sont propres et en quelques clics, on va pouvoir avoir des indicateurs clés, des tendances, un historique de manière très simple et qui va être Et facile à exploiter. qui sont même exportables pour ceux vraiment qui veulent aller dans le détail de certains sujets, voilà, parce qu'ils vont préparer leur plan d'action commercial. Mais au moins quand on exporte, c'est pareil, le format, il est identique sur chaque colonne et il n'y a pas de nettoyage à faire. Il y a un autre point qui est intéressant et plus récent, c'est, par rapport à tout ce sujet un peu de data, l'IA devient, très intéressante. Exactement. Alors l'IA, ça devient un outil, très intéressant à condition de bien l'utiliser, on va dire. Parce que l'IA, on pourrait l'utiliser pour tout faire dès le début. Bah, voilà, j'ai un plan d'action commercial, fais-moi mon plan d'action et qu'est-ce que je dois faire? Mais l'idée, c'est que encore une fois, l'IA peut être très utile à partir du moment où on a une bonne donnée. On a structuré notre donnée, on a notre donnée nettoyée et là, après, on peut utiliser de l'IA, par exemple, pour faire des analyses ou des statistiques. On peut lui donner tout un set de données à partir du moment où il est propre et nettoyé. Mmh. Et l'IA peut nous aider à faire, par exemple, du scoring sur certains leads, reconnaître des tendances, un certain Mmh. historique, détecter des faiblesses dans notre approche. Parce que lui, il va avoir la capacité d'aller regarder 1000 dossiers en 0,3 secondes, quoi. Exactement, ça Mmh. va nous faire c'est un gain de temps pardon assez monstrueux là-dessus et donc ça peut aider sur des analyses et pour l'utiliser au mieux, il faut savoir ce qu'on cherche Ouais. et pour poser les bonnes questions et ensuite il y a des outils d'IA, maintenant il y en a beaucoup, il peut y avoir des outils externes à laquelle on va poser une question ou des outils carrément intégrés, embarqués qui vont pouvoir faire une analyse régulière et autonome de suivant certains paramètres qu'on Ce aura que vous définis. avez commencé à faire dans Booking Check d'ailleurs, parce que sur notre vue, performance, il y a une IA qui fait un petit résumé, de ce qu'elle voit pour dire un peu les points forts, les points faibles et les évolutions et les tendances. Exactement. Oui. Et ça n'aura rien à voir avec ce qui va arriver par la suite. Be ready. Quel Ouais, teasing. les gens sont pas prêts. Je répète, les gens sont pas prêts. Calmez-vous, cher associé. Et ensuite, une fois que vous avez, défini des KPI, que vous avez une structure de données propre et exploitable pour pouvoir les analyser au quotidien et pour pouvoir aussi, faire, certains exports, pour pouvoir faire une analyse plus fine sur certains sujets, on va, maintenant définir à qui on va. Donc qui est notre cible? Et pour ça, je vais demander à Lucie, de nous parler parce que souvent c'est un sujet, que creuse énormément le service marketing. Ils sont très à l'aise sur les sujets de ciblage. Alors, Tout à fait. Alors, Lucie? ce qui est important aussi, je trouve, quand on définit ses cibles, c'est de comprendre surtout qu'en événementiel, il peut y en avoir plusieurs pour un même lieu. Ça, c'est important. Et pourquoi c'est important avant de continuer dans le plan d'action commercial de définir ses cibles? Parce que ça va vous permettre ensuite d'avoir justement des actions qui sont claires, qui sont cohérentes avec votre positionnement exactement, et aussi qui sont efficaces. Parce que si vous faites les mêmes actions pour votre cible mariage que pour votre cible séminaire, il risque d'avoir un petit problème dans la matrice. Donc l'étape, oui. Non, j'allais dire alors du coup, comment on définit, ses cibles? Oui, c'est une très bonne question. L'étape numéro 1, pour moi, ça va être d'essayer d'identifier vos meilleurs clients, sur, l'année passée. Donc ça va se faire grâce à ce dont Margot et Julien ont parlé juste avant. Donc on va regarder, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la satisfaction client. Qui sont nos clients récurrents? Qui sont nos nouveaux clients? Par exemple, sur vos nouveaux clients, ça peut être, une opportunité, de développement d'un nouveau segment. Si vous voyez que l'année passée, vous avez, je sais pas, 3 entreprises dans le secteur de la mode qui ont organisé, des showrooms, c'est que peut-être que vos espaces sont sont intéressants pour organiser ce type d'événement. Donc c'est intéressant aussi à voir. Ça peut, d'une année à une autre, vous pouvez faire évoluer aussi vos cibles. C'est pas forcément les mêmes,
chaque année. Une fois que vous avez défini ça, c'est intéressant de les segmenter. Donc là, vous pouvez les segmenter par secteur, donc la tech, la finance, la mode, par type d'événement aussi. Est-ce que ce sont des événements en interne? Est-ce que ce sont des formations qu'ils organisent chez vous? Est-ce que ce sont des événements pour leurs clients VIP, par exemple? Vous avez aussi possibilité de segmenter par maturité. Est-ce que c'est des clients qui ne vous connaissent pas du tout, donc qui sont complètement à conquérir? Est-ce que c'est des clients qui sont venus faire une visite ou qui vous ont fait une première demande, mais pour lesquels ça n'a jamais abouti, donc c'est des clients plutôt tièdes, on va dire? Ou est-ce que c'est des clients chauds qui organisent régulièrement des événements chez vous, qui vous font tout le temps des demandes, qui en parlent autour d'eux, etc. Et enfin, un indicateur aussi important, ça va être les sources. Par quel biais ces clients connaissent votre lieu? Est-ce que c'est via des apporteurs? Est-ce que c'est via des agences événementielles? Est-ce qu'ils sont tombés sur votre site internet et ont rempli votre formulaire de contact? Ou est-ce que c'est un client que vous avez rencontré sur un salon, par exemple, et qui vous a fait une demande quelques semaines ou quelques mois après? Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que tu parles des agences, des apporteurs, c'est aussi un segment. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, oui, il y a le B2B et le B2C, on en parle énormément dans nos secteurs, mais il y a le B2B2B ou le B2B2C. Et là, en fait, c'est quand il y a une agence qui vous amène un client qui vient fêter un anniversaire de mariage ou une agence qui vous amène un client corporate qui vient faire une soirée client dans votre établissement. Et là, c'est aussi un segment, toutes ces agences. Et puis dans le monde des agences, vous le savez très bien, il y a tout un panel très différent d'agences, donc ça se segmente aussi. Et vous n'allez pas vous adresser à une agence de communication comme vous vous adressez à une agence pure événementielle, comme vous vous adressez à une agence de voyage. Exactement. Ça peut devenir très vite complexe. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se poser et de définir toutes les cibles qu'on veut justement attirer. Et pardon Lucie, et pour le traquer, d'ailleurs, c'est très simple. Vous pouvez avoir des listes sur vos fiches clients et entreprises, organisations, associations, etc., pour pouvoir les flaguer dans la bonne catégorie, ce qui fait qu'après, on revient à notre histoire, vous aurez de la donnée claire et exploitable. Pardon. Non, pas de souci. Oui, donc voilà, donc ça peut être assez complexe parce qu'on peut se retrouver avec 20 cibles différentes. Donc la prochaine étape, une fois que vous avez déjà défini et segmenté vos cibles, ça va être de les prioriser selon vos objectifs. Donc là, vous allez voir par exemple quelle cible vous rapporte en termes de volume et en termes de chiffre d'affaires, et vous allez vous concentrer, en tout cas concentrer vos actions sur certaines cibles. Donc par exemple, pour vous donner des exemples de ciblage, si vous voulez vous focus sur l'organisation de COMEX, vous allez parler plutôt à des assistantes de direction. Si vos espaces se prêtent à l'organisation de team building ou d'after work, là vous allez plus vous adresser à des responsables des ressources humaines. Si c'est des événements clients comme des lancements de produits ou des événements un peu de fidélisation, souvent, alors pas tout le temps, mais souvent ce sont les responsables commerciaux, marketing ou les responsables événementiels des entreprises qui organisent ce type d'événements. Vous avez aussi par exemple des événements mode, tout ce qui est showroom, défilés, etc. Là, c'est plus des agences spécialisées, communication événementielle, que vous allez devoir cibler parce qu'avec tout ce qui est démontage, etc., ça passe souvent par des grosses agences. Donc ça, c'est des exemples plus B2B, mais après, si c'est des exemples, je peux donner aussi des exemples B2C. Si par exemple votre lieu se prête à l'organisation de mariage, vous allez cibler un couple qui a un budget entre 10 000 et 20 000 euros, qui souhaite un espace extérieur pour la cérémonie, mais un espace aussi intérieur pour le dîner et la partie dansante, par exemple. Donc ça, c'est vraiment toutes les personnes que vous allez cibler, et ça va vous permettre, en réfléchissant à tout ça, de créer vos personas. Le persona, c'est un outil marketing qui va vous permettre de guider vos actions en fait selon les profils que vous avez ciblés. C'est un peu un personnage imaginaire
C'est un profil type, c'est un peu Voilà. quand vous regardez les séries policières, quand ils font un profil type du tueur, et ben vous faites un profil type de vos clients en fonction de son segment. Et donc il va y avoir plein de comment on pourrait dire de traits de caractère Ouais. qui vont définir ce persona. Exactement. Et vous allez vous poser des questions. Quels sont ses besoins, ses habitudes, ses envies, qui ils sont, quels problèmes ils rencontrent et après vous allez aussi vous demander qu'est-ce que vous proposez qui pourrait leur plaire. Comment il décide? Comment ils décident. Voilà. Il y a plein de questions à se Est-ce que poser. c'est très émotionnel? Est-ce que c'est très rationnel? Est-ce que Exact. voilà, Ouais. ça va être différent en fonction des types. Et ça, c'est Exactement. même au niveau du commercial, ça va vous aider. Voilà, exactement. Un petit exemple peut-être qui est en dehors de notre secteur, Oui. mais qui montre bien, je trouve en tout cas, ce qu'est un persona. C'est par exemple dans le milieu du prêt-à-porter. Vous connaissez tous, je pense, Cézanne et Kiabi. Donc ce sont deux marques qui travaillent dans le même secteur, mais qui ont des cibles totalement opposées avec des messages et des offres totalement opposées. Cézanne, par exemple, leur persona, ça va être une femme de 30 ans qui est prête à payer pour une belle pièce, avec une coupe soignée, des matières durables et qui va acheter 2 à 3 fois par an. Versus Kiabi, ça va être une personne peut-être qui a des enfants, qui a un timing serré, donc qui veut faire son shopping pour elle et pour ses enfants au même endroit, qui va avoir un budget assez restreint et qui va être, par exemple, très sensible aux promotions. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner 2 exemples. Donc voilà, pour avoir un exemple. Et il n'y a pas de, parce que souvent on est dans un milieu où on parle beaucoup de la personnalisation, du haut de gamme, etc. Il n'y a pas de plus ou de moins bien. C'est-à-dire que nous on n'est pas là pour dire Cézanne c'est bien, Kiabi c'est pas bien, ou Kiabi c'est bien, Cézanne c'est pas bien. Ouais. En fait, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que il faut savoir si vos clients sont des acheteurs de Cézanne ou de Kiabi. Exactement. C'est surtout ça qui est important, Oui. parce que vous allez pouvoir tout découler. Exactement, ça va leur permettre ensuite d'avoir des actions et des offres cohérentes qui correspondent vraiment aux attentes de leurs clients, et de recevoir surtout les bonnes demandes entrantes. Totalement. Parce que je pense que vous préférez recevoir une demande qualifiée avec un budget de 2 000 € plutôt qu'une demande non qualifiée pour laquelle vous allez perdre du temps et qui ne va pas signer avec un budget de 5 000 €. Totalement. Voilà. Écoute, tu viens de prononcer le mot. Grâce, une fois qu'on a défini sa cible, donc à qui vendre, on va savoir quoi leur vendre et donc on va travailler votre offre. Alors j'ai voulu revenir sur l'offre parce que c'est un sujet aussi pour moi un petit peu délaissé de notre service groupe et événements, de savoir quoi vendre. Pour moi, une bonne offre, elle doit prendre en compte 3 critères. Je reviens un petit peu à ce qu'on a fait avec Julien et Margot. Je veux d'abord analyser mes ventes. Alors, analyser mes ventes en priorité par cible, donc quel client achète quoi, et par format d'événement. Combien je fais en journée d'études, combien je fais en cocktail dînatoire, combien je fais en séminaire résidentiel, etc., etc., selon les formats que vous avez. Donc, l'idée, c'est de ressortir de cette analyse que vous faites normalement quelques fois par an maximum. Vous faites pas ça tous les mois, parce que ce serait un petit peu lourd. Mais l'idée, c'est de ressortir en vous disant qu'est-ce que vous vendez le plus? Qu'est-ce qui vous rapporte un gros CA? Où est-ce que vous margez le mieux? Parce que je précise qu'est-ce qui vous rapporte un gros CA, parce que parfois vous avez certains formats d'événements que vous faites peu, mais qui représentent un énorme CA. Je reprends ce que disait Lucie. Un défilé de mode, vous allez peut-être pas en faire toutes les semaines, ce serait étrange. Mais par contre, c'est un CA tellement important que c'est un segment clé au même titre que la journée d'études. Où est-ce que vous margez le mieux? Je le dis aussi parce que vendre, c'est bien, mais bien vendre, c'est mieux. Donc regardez comment vous margez. Et combien dépensent en moyenne vos clients, par exemple, pour un cocktail dînatoire? Si vous arrivez à vous faire des prix moyens par format d'événement, par cible, ça va être hyper intéressant pour vous ensuite derrière pour pouvoir construire cette offre et construire vos coûts.
Donc ça, c'est le premier point de l'analyse. Deuxième, c'est tout ce qui est perte à cause de l'offre. Si vous traquez vos raisons d'annulation et que le client vous dit par exemple je n'ai pas voulu contracter à votre journée d'études parce que vous ne proposez pas d'option végétarienne et que ça représente 30% des pertes que vous avez eues sur le format journée d'études, il va peut-être falloir se rencarder sur le végétarien. Si vous avez beaucoup de plaintes sur les pauses, si les clients vous disent on était très contents mais la pause on l'a trouvée un petit peu dépassée, peut-être qu'il faut retravailler votre offre pause. Voilà. Et le dernier point des 3 critères pour faire une bonne offre, c'est aussi avoir conscience des capacités opérationnelles de votre établissement. Si vous allez voir votre chef en disant j'ai une super idée, ça a cartonné, on va faire un menu 100% cru, je suis pas sûre que tous les chefs vous suivent. Ça va peut-être être un petit peu difficile. Donc, ils sont peut-être pas en capacité de faire tout et n'importe quoi. Donc, il faut évidemment faire attention à ce que il est possible de réaliser avec vos équipes opérationnelles. Une fois que vous avez eu toute cette réflexion sur votre offre, il y a quelque chose aussi qui se fait peu. Moi, je l'ai peu vécu et j'ai peu de collègues qui le faisaient et je le vois peu aujourd'hui après 7 ans d'observation, 8 ans bientôt d'observation de services commerciaux. Sortez avec vos équipes. Allez dans des établissements. Notez ce qui vous plaît, ce qui vous a pas plu. Jouez au client mystère avec vos concurrents, avec des confrères. Allez dans des salons. Même si, par exemple, vous faites un salon qui est très axé sur la partie nourriture et boissons, sur l'offre nourriture et boissons, ça va vous donner des idées. Visitez des épiceries. Les épiceries ont souvent des super marques que vous pouvez associer pour remplacer vos petits biscuits de la pause ou que sais-je. Je sais aussi que moi, dans certains étals où j'ai travaillé, le service achat était extrêmement démarché par des marques type épicerie, les olives, j'en passais des meilleures. Et en fait, ça nous donnait, nous, beaucoup d'idées au service commercial pour créer nos offres, pour créer nos goodies, pour nos clients. Voilà, donc soyez curieux, toujours le même conseil, ça c'est quelque chose que on vous dit souvent. Et après ce tour complet, donc c'est-à-dire vous avez analysé, vous avez tout regardé, au quotidien vous êtes curieux, vous allez pouvoir amorcer la refonte de vos offres. Alors idem, je vous conseille que ça soit annuel, vous n'allez pas vous amuser à changer vos offres tous les 4 matins parce qu'il faut lui donner un petit peu de durée, un petit peu de longueur pour pouvoir l'analyser, sauf si il y a une catastrophe, s'il y a une offre qui vous coule, faut l'arrêter tout de suite, hein. faut pas s'acharner. Donc, quand vous amorcez la refonte de vos offres, voici pour moi les bons réflexes. C'est d'avoir déjà un costing. Vous êtes énormément, et on le sait parce qu'on gère vos réglages, donc vous ne pouvez pas nous mentir. Vous ne savez pas combien vous coûte ce que vous vendez. Donc, vous ne savez pas comment vous margez. Pour moi, c'est impossible pour vous d'avoir de la visibilité sur le fait qu'une offre est une bonne offre ou pas en termes de vente. Donc, ayez un costing, même s'il n'est pas au précis, s'il y a quelques centimes d'écart, ça vous donne quand même une idée. Un costing, j'ai déjà le coût de toute la partie nourriture et boissons, par exemple, déjà la base, si je prends une journée d'études, et éventuellement, si vous arrivez à avoir un estimatif de combien vous coûte la salle et les équipes, vous avez une idée à peu près de combien vous coûte cette offre, mais ça peut être juste déjà nourriture et boissons, les charges brutes. Une présentation des offres par cible, c'est aussi un bon réflexe à avoir parce que ça va aussi vous permettre d'éviter d'envoyer des devis à gogo. Aujourd'hui, on vous fait une demande, vous êtes obligé de faire un devis pour commencer à proposer quelque chose à un client. Si vous avez des offres par cible, par format, et que vous pouvez leur envoyer ça quand ils vous font une demande et que ça vous permet d'en discuter avec le client comme si vous regardiez ensemble un catalogue, pour le client, c'est hyper agréable. Et cerise sur le gâteau, il y a peut-être des choses qu'il n'avait pas prévues dans son budget, mais qui vont tellement lui faire envie que vous allez mieux vendre parce qu'il va avoir une vue un peu à 360 degrés de ce que vous pouvez lui proposer et pas juste une ligne sur un devis, journée d'études, pause,
déjeuner salle, qui Mais, explique pas grand-chose. mais attends, Clémence, ça veut dire qu'il faut que je discute avec mon prospect Ce n'est avant pas de le lui sujet envoyer du jour. un Ce n'est devis? pas. Attends, Ne me je lance comprends pas. pas là. Ce n'est pas le sujet du jour. Je peux pas juste lui envoyer un devis après un email. Non. Donc moi déjà, je serais contre le fait d'envoyer un devis tout court. Vous envoyez une offre par cible, par format, et comme ça, vous pouvez discuter avec votre client et vous lui faites un devis quand il a une intention d'achat. Et vous arrêtez d'être des machines à devis et vous faites autre chose, comme discuter avec vos clients. Je vous recommande vivement de faire des forfaits par personne. C'est beaucoup plus lisible pour le client. Attention cependant au surforfait. Quand vous nous faites des forfaits compactés de 5 forfaits sur plusieurs jours, etc., le client ne comprend plus rien. Par contre, donc généralement un bon forfait, c'est un forfait sur une journée maximum, avec éventuellement une nuit incluse. Et si le client vient plusieurs jours, eh bien, il pourra avoir ce forfait qui se répète plusieurs jours d'affilée. Mais ce ne sera pas un forfait de 5 jours dans lequel il se perd parce que c'est beaucoup trop lourd. Et vous pouvez, à côté des forfaits, ajouter des options, ce qui généralement donne plein d'idées à nos petits clients. Une offre qui va marcher, c'est une offre qui est designée. Vous n'êtes pas des designers, en tout cas rarement. Donc, idéalement, vous vous êtes fait faire un modèle par un designer sur une plateforme comme Canva, ou vous avez quelqu'un au service marketing qui vous fait vos plaquettes d'offres, et donc vous envoyez, une fois que votre offre elle est terminée, finalisée, à votre service, votre prestataire, où vous allez sur votre modèle pour la mettre en forme et pour que ça soit sexy pour le client. C'est le moment où vous devez être sexy. Et dernier conseil sur les offres, n'hésitez pas à la fin d'une plaquette à mettre une page sur vos fournisseurs, parce que ça montre qu'il y a une réflexion. Ça, c'est quelque chose que je ne vois absolument jamais. Ou sur le mot du chef. Pourquoi est-ce qu'il a imaginé ce menu de cette façon-là? Ou sur le conseil de votre coach qui intervient sur les journées d'études. Mettez en valeur tout ce que vous avez mis en place pour comment je pourrais dire, montrer votre positionnement. Donc c'est à nouveau l'histoire du qui habille Cézanne. En fonction de qui vous allez séduire, mettez en valeur les efforts que vous faites pour faire quelque chose de chouette pour les clients. Et enfin, pour finir sur l'offre, une fois que tout ça c'est fait, n'oubliez pas de le mettre à jour partout. Si vous êtes inscrit sur plein de plateformes, va falloir leur envoyer un petit mail pour qu'ils mettent à jour tous ces éléments. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un client de vous avoir connu via un biais et de vous contacter en direct et de se rendre compte que ni votre offre ni vos prix ne correspond absolument plus à ce que vous proposez. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais faites attention à la mise à jour de vos éléments en ligne. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la suite, parce qu'on va maintenant parler de justement nos canaux de distribution et de comment vendre maintenant qu'on sait quoi vendre. Reda, puisque tu rêves de prendre la parole depuis tout à l'heure. Pas du tout, je crois que Lucie avait une question par rapport à ce que tu disais. Ah pardon. Non, c'était pas vraiment une question, c'était plus un ajout par rapport à ce que tu disais sur les mots du chef, la page fournisseur, etc. On en a parlé aussi assez récemment. C'est la description des produits dans les devis. Oui. Essayez quand même de vendre un petit peu du rêve sans faire des descriptions de 10 lignes de long. Mais menu 3 plats, Clémence, tu dis souvent ça en webinaire, ça ne vend pas du rêve, et c'est vrai. Donc juste des petits mots comme produits locaux ou je sais pas, cuisiner avec amour, ça peut faire ça peut peut-être pas faire la différence, mais ça peut Si, je pense que démarquer. si. Il y a même des grandes marques d'hôtellerie-restauration qui ont des personnes dont le métier est uniquement de réfléchir aux offres et comment les formuler et pour que ça soit alléchant pour le client. Donc c'est une vraie stratégie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, récemment, j'étais au Portugal et je suis allée dans un petit restaurant et le dessert, c'était le Unforgettable Chocolate Cake. Et je peux vous dire que je l'ai commandé, hein, juste pour ça. Oui, parce qu'on est curieux et gourmand.
Voilà, exactement. Donc ça joue, ça aide. Totalement. Mais c'est l'exemple que j'aime souvent prendre, donc je vais faire ma petite métaphore que j'aime tant. Si vous allez au restaurant avec dans votre vie privée et que on vous donne une carte et que dessus il y a juste écrit on a des entrées, on a des plats, on a des desserts. Comment vous faites pour savoir ce que vous avez envie de manger? Et c'est ce que vous faites dans vos devis. Mais c'est vrai que quand on va sur vos plaquettes, comme vous n'avez pas fait de plaquettes d'offres avec des descriptions, etc., vous n'avez pas le wording à reproduire dans vos catalogues de produits pour vos devis. Donc vous avez des devis qui sont vides et vos devis vides ne sont pas attractifs. Donc si vous travaillez sur votre offre avec des descriptions en amont, sur vos devis aussi, vous pourrez réutiliser ces descriptions. Quand vous me dites, parce que ça c'est quelque chose que vous me dites souvent, oui mais Clémence, nos menus ils changent. Sans blague. Je savais pas moi. Bien sûr que vos menus ils changent. Donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre un exemple de menu qui fait assez toute saison ou le plus large possible, qui est représentatif de la cuisine que vous proposez dans votre établissement, et vous pouvez mettre une petite phrase. Voici un exemple de menu proposé par notre chef. Cela dit, nos cuisines travaillent avec des produits de saison et en fonction des arrivages, et nous modifions nos menus régulièrement. Demandez-nous le menu à jour. C'est tout. Et les clients seront très contents d'avoir un petit peu un style. Et quand les clients vont sur Google Maps pour chercher un restaurant, ils sont d'ailleurs habitués à voir des photos de cartes. Et quand la carte date d'il y a 1 an, ils se doutent bien que le menu a pu changer. Donc, et encore une fois, tout va bien se passer. N'attendez pas le moment où vous allez envoyer les documents PDF pour parler de toutes ces choses-là. Vous avez notamment eu le prospect au téléphone, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire tout le marketing en expliquant vos démarches, quel type de cuisine, c'est quoi la vision globale, etc. Le document ne doit venir qu'en support, car c'est un document support. Et d'ailleurs, on a une de nos consultantes qu'on aime beaucoup, Maude Licari, qui dit souvent, si un commercial est là pour réciter le PDF, c'est qu'il y a un problème. En d'autres termes, si tu crois que le devis plaquette, c'est ce qui fait ton taux de conversion, c'est une recommence à zéro. Ouais. Mereda, toi, tu dois nous parler de la distribution. Comment je fais pour avoir de la demande entrante? Oh là là. Très gros sujet. Mais peu de temps. On va essayer d'être bref, mais intense. Reda est bavard, chers c'est auditeurs. Clair. Faites attention. Comme tout bon ingénieur, je suis très très bavard. Alors, sur cette partie-là, moi, je voulais la structurer en 2 sections. La première, c'est comment donc avoir plus de demandes liées à de l'existant, donc à une base de données existante. Et la deuxième section, c'est quels sont les canaux qu'on doit privilégier pour avoir des nouveaux clients. Déjà, de manière générale, sur les établissements, nous, par exemple, on travaille avec des milliers d'utilisateurs. Sur la partie commerciale chasse, on est encore sur des réflexes et sur des pratiques qui sont old school. Donc, on va beaucoup essayer de répliquer ce qui a fonctionné il y a 20 ans. Au lieu d'essayer de privilégier un peu ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, c'est juste sur le constat que nous on fait. Tout ça pour dire qu'il y a une grande marge de progression et la possibilité de se distinguer très facilement. Exactement, c'est ça. Donc par rapport à la concurrence, même si vous avez 2 établissements ou à la base vous allez être 2 restaurants ou 2 domaines ou deux hôtels, en fait aujourd'hui en 2025, il y a pléthore de techniques pour faire en sorte que
vous vous démarquez, que le message soit beaucoup plus clair et que vous attiriez la bonne cible. Donc, pour commencer avec la base de données existante, déjà, il faut avoir une base de données existante. Donc, tous ceux qui sont sur Excel ou sur des outils qui n'ont pas de base de données, etc. Déjà, vous partez mal. N'oubliez pas que votre base de données, c'est un actif très très important. Et qu'il faut avoir cette vision dès le premier jour. Donc, si vous allez utiliser des outils, toujours avoir la possibilité d'extraire la base de données avec toutes les informations dont vous avez besoin. Cette base de données-là, généralement, nous, ce qu'on préconise, c'est de la diviser en 3. Quand vous allez voir dans du contenu marketing anglophone, on parle de 3 tiers, donc TIERS. En français, on peut traduire ça par catégorie, priorité, etc. En gros, c'est de faire une séparation de votre base de données en fonction de l'importance des clients ou des prospects qui sont dedans. Et donc ce qu'on appelle le tier 1, c'est les entreprises ou les personnes de votre base de données qui sont les plus importantes. Le tier 2, c'est ce qui est moins important, et le tier 3, c'est en gros la grosse masse qui est pas très importante mais qu'il faut quand même travailler. Tu voulais dire quelque chose, Clémence? J'allais dire, qu'est-ce que tu entends par client important, par exemple, sur le tier 1, ce serait qui? Alors, chaque établissement, en fonction de sa cible, la manière dont il va travailler, son offre, etc., aura une logique un peu différente. Mais dans les grandes lignes. Donc le moment où on sépare cette base de données en 3 tiers, Ouais. c'est au moment où on a dit à qui on vend. C'était Exactement, c'est ça. Nous expliquer. Ok. Oui. Et donc, par exemple, on peut se dire que les clients qu'on va mettre ou les prospects qu'on va mettre dans le tier 1, c'est ceux qui ont généré le plus de chiffre d'affaires. Mais on peut aussi se dire que il faut aussi mettre dans cette section-là les clients qui appartiennent à une boîte du CAC 40. Parce que même si le chiffre d'affaires sur un événement était faible, mais par contre, la probabilité qu'on puisse accéder à d'autres départements de cette boîte-là est quand même grande. Donc, il y a la potentialité, elle reste grande. Donc, tout ce qui est tier 1, ce qui est recommandé, c'est donc déjà en termes de taille, le nombre de prospects clients que vous allez avoir dans le tier 1, c'est le plus faible. Ensuite, il y en a beaucoup plus dans le tier 2 et il y en a beaucoup plus dans le tier 3. Le tier 1, ce qui est recommandé, c'est de faire un travail téléphonique. Donc, vous contactez les personnes, vous essayez de créer une relation ou de la recréer ou de l'alimenter. Je sais que dans certains cas, des gens qui sont vraiment expérimentés vont aussi essayer d'inviter des gens à déjeuner, à dîner ou à des événements, par exemple sportifs, etc. Le but, c'est vraiment de créer une relation privilégiée. Et pourquoi est-ce que au départ je disais qu'il fallait un nombre qui soit pas très très grand, c'est parce qu'on peut pas faire ça avec 1000 personnes. Donc ça c'est pour le tier 1. Pour le tier 2, donc là on a plus de gens. Là on passe sur la séquence d'email. Attention, la séquence d'email, c'est pas une newsletter. La séquence d'email, le but c'est de créer une conversation avec votre prospect ou avec votre client. Et ensuite tier 3, donc ça c'est vraiment pour toute la masse. Ça on passe en mode newsletter. Et attention, s'il vous plaît, évitez la newsletter où à chaque fois vous répétez la même chose. Le dernier événement qui a eu lieu dans votre établissement, etc. Oui, vous pouvez le faire, mais pas trop parce que c'est chiant. Donc ça, c'était sur la partie travail de la base de données. Maintenant, pour avoir des nouveaux clients. Il y a une petite liste que j'ai concoctée. La première partie, c'est la publicité. La publicité, quand j'ai publicité, c'est la publicité digitale.
Donc que ça soit Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads aussi, parce que beaucoup des plus de 50 ans sont encore avec Facebook, Instagram, parce qu'il y a tout le côté photo, etc. Comme nous, on s'adresse principalement à des établissements, vous pouvez montrer pas mal de choses. Et n'hésitez pas à faire des tests avec plusieurs plateformes. Regardez le retour sur investissement. Qui dit retour sur investissement dit tracking pour savoir qui c'est qui a converti ou pas. Il y a des agences qui font ça très très bien. Mais n'essayez pas. On a d'ailleurs prévu, je crois, de faire un Exactement. webinar avec une agence spécialisée. C'est ça. Voilà, pour vous aider. C'est pas des choses. Alors, ce sont des choses qui paraissent accessibles, mais qui sont très techniques. Donc, ne vous lancez pas dans ces choses-là seuls. Faites-vous accompagner. Deuxième partie sur le SEO. Vous voulez que quand quelqu'un cherche établissement pour faire une journée d'études ou je sais pas quoi dans votre département, vous voulez faire partie des 5 premiers liens. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un travail à long terme. Ne faites pas seul ça aussi. Faites-vous accompagner. C'est quelque chose qui est assez technique. Il y a pas mal de concurrence, mais le résultat à long terme est quand même très très intéressant. Et notamment là, on a vu apparaître quelque chose qui n'existait pas avant. C'est le SEO, mais sur les IA. Donc, quand vous allez utiliser ChatGPT ou Claude ou Perplexity, maintenant, il y a le SEO pour que quand quelqu'un va chercher dans son chat IA, est-ce que tu peux me recommander un établissement qui fait une journée d'études autour de chez moi, que vous puissiez remonter. Troisième point, LinkedIn. Je vous réfère aux 2 épisodes du webinaire qu'on a fait pour tout ce qui est personal brand, les messages en direct, etc. C'est un vaste sujet qui encore, malgré les 2 épisodes de webinaire, je vois encore trop peu de choses qui sont bien faits. Je comprends, vous avez pas le temps, etc. Mais si vous voulez vous distinguer de vos concurrents, à un moment, il faut trouver le temps. Ces épisodes, ils sont sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous cherchez Booking Check sur YouTube, vous allez avoir les épisodes en libre accès sur LinkedIn qu'on a fait. Tu m'as devancé, Clémence. Oh là là. Pardon, Lucie. Autre point, autre source, les apporteurs d'affaires. Donc, encore une fois, vaste sujet. On en a déjà discuté énormément. Quand vous lancez votre établissement, inscrivez-vous sur tous les apporteurs. Ensuite, regardez quels sont les retours que vous avez, quelles sont les meilleures relations que vous allez avoir avec eux. Et ensuite, il faut que ces apporteurs-là disparaissent au fur et à mesure pour en garder qu'une toute petite sélection qui va véritablement vous ramener votre cible avec les plus gros paniers moyens. Et aussi avec des clients qui vont revenir. Hein. Je reviens sur ce que Margot disait sur le repeat business. Acquérir un client, c'est super. Le garder, c'est encore mieux. Vous voulez pas vous retrouver avec un seau troué. Et surtout, et on répète, vous êtes des établissements qui pouvaient faire ça. Et vous êtes sur un segment où c'est possible. Il y a des segments où c'est très compliqué. Mais vous, c'est possible. À part, je mets entre guillemets les mariages. Mais pour ceux qui sont sur le mariage, c'est quand même difficile de faire des repeats sur du mariage. Mais ça peut être du coup la cousine qui vient elle faire le baptême, etc., etc. Donc à travailler, c'est une autre stratégie, mais ça se travaille aussi sur des lieux à mariage. Et pour tous les autres, vous pouvez faire du repeat. Attention sur les apporteurs, un ordre de grandeur qu'il faut garder. Ne dépassez pas plus de 20% de vos demandes, de vos demandes confirmées qui viennent des apporteurs d'affaires. J'ai bien dit 20%, pas 80%. Je répète, 20%. Si vous dépassez ça, c'est qu'il y a un souci. Une autre source, alors je l'ai mis plus pour
pour en parler parce que c'est pas une source que j'apprécie particulièrement, c'est les salons. Donc je vois encore énormément d'établissements qui vont aller participer à des salons parce qu'ils ont toujours fait ça et que leurs concurrents font ça et que tout le monde fait ça, donc il faut le faire. Nous avec Booking Check, on a accès à l'ensemble de la data des établissements, donc on regarde toutes les sources des demandes. La source salon est une des plus petites qui existent sur l'ensemble de nos clients. Ça prend beaucoup de temps, c'est cher et aussi, je peux comprendre que c'est très confortable parce que vous allez dans un endroit, vous allez à un stand, vous vous mettez derrière votre stand et vous attendez. Et pour les plus téméraires, vous allez aborder les passants pour leur proposer un autre établissement parmi les 1000 autres établissements qui sont autour de chez eux. Au même moment, tous les commerciaux des établissements sautent sur les mêmes personnes. Enfin, ça doit être hyper agréable pour tous les prospects. Pour les salons, la seule exception que je vois, c'est vraiment les salons locaux qui sont tout petits, où il n'y a pas grand monde, où c'est sélectionné et tout. À ce moment-là, je veux bien que ça soit une source intéressante. Mais aujourd'hui, c'est clairement... Donc des salons très, très spécifiques, on va dire. Ouais, Petit salon spécialisé, très voilà, c'est spécifique. ça, quoi. Voilà. Mais sinon, tout le reste, on sait que c'est juste une occasion d'aller faire des after-work avec les copains. Notamment, je sais, je reviens au mariage, je sais que très localement, il y a des initiatives un peu de portes ouvertes sur des lieux qui vont héberger un petit salon du mariage avec des acteurs très locaux, etc. Et dans ces cas-là, je sais que ça a de très bons retours. Mais sur les autres, sur les salons plus classiques qu'on connaît dans l'hôtellerie-restauration, vous avez pas de retour. Ensuite, les autres actions, bon, là, on est sur du classique, cold call, appel à froid, cold email, donc email de prospection à froid. Ça, on pourrait faire des épisodes webinaires complets sur le sujet, mais il y a pas mal de littérature qui existe, que ça soit des blogs, etc. Ça, encore une fois, nous, quand on voit ce que font les établissements aujourd'hui, on est encore à des années-lumière des techniques 2025. Les deux derniers points, pour moi aussi, ils sont sous-évalués malgré le retour sur investissement. Le premier, c'est les partenariats. Les partenariats au sens où faites un partenariat avec des associations qui sont autour de chez vous, faites un partenariat avec d'autres établissements qui partagent la cible, mais vous avez des offres complémentaires. Regardez les entreprises aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire ensemble? Le vrai avantage de ça, c'est que si vous avez la même cible, du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir une conversion qui est intéressante. Et le dernier point, c'est l'événementiel. Et l'événementiel, c'est pas d'aller à des événements, c'est que vous, en tant qu'établissement, vous avez un lieu, vous faites de l'événementiel, profitez-en pour faire des événements que vous allez accueillir pour que vos prospects, vos anciens clients, etc. viennent participer à un événement avec des thématiques que vous pouvez choisir. Et c'est une occasion où les prospects ou les anciens clients vont rencontrer vos équipes. Ils vont avoir le temps de créer des relations avec eux. Vous allez pouvoir vous associer avec d'autres marques qui vont être sur la même cible que vous. On sait que en termes de marketing, de conversion, etc., l'association des marques, ça marche énormément. Et vous allez aussi pouvoir faire des visites, mais au lieu de le faire individuellement, là, d'un seul coup, vous allez avoir plein de personnes qui vont pouvoir expérimenter ce que c'est qu'un événement dans vos murs. Voilà.
Merci Reda. Tout ce qu'on vient de dire, il y a toute une partie des actions, vous avez vu, sont quand même très marketing. Donc n'hésitez pas aussi, quand vous avez un service marketing, à les inclure à cette réflexion autour du plan d'action commercial et vos besoins pour que eux puissent vous accompagner, vous aider. Il y a parfois des idées aussi qu'ils auront que vous n'auriez pas, c'est normal, c'est leur métier. Et pour finir, nous allons demander à Anne-Claire de, de nous partager sa douce voix. Parce qu'Anne-Claire, Last but not least. toi, tu as eu la chance, vu que tu es une ancienne directrice commerciale, d'avoir des sujets plan d'action commercial. Et tu nous as proposé quelque chose que j'ai trouvé très sympathique. C'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est ça. Alors, pas pour vous juger, hein, je vous rassure. Je vous parle juste des bourdes que j'ai faites moi-même. Voilà. Et qu'on a certainement tous fait. On est entre nous. Bourde numéro 1. Alors, la première, je dirais tout simplement de ne pas avoir de plan d'action commercial. Comme disait, je crois, Reda tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps en event de se mettre dessus parce qu'on est toujours dans le jus, si je peux dire, sur des cycles de vente. Parce qu'on n'a pas booking check. C'est ça, des cycles de vente très courts, des clients pressés d'avoir un devis. Beaucoup d'Excel. C'est ça. Exactement, donc je dirais au moins avoir un mini plan et pas se retrouver en période creuse et se dire allez je m'y mets maintenant que j'ai rien à faire. Pas avoir de cible, pas avoir d'offres, je vais pas reprendre ce que tout le monde a dit juste avant, mais voilà, ne pas partir dans tous les sens. Et petit conseil que je pourrais donner, c'est de se caler au moins un plan d'action par trimestre, par exemple, si vous n'avez pas le temps de prévoir sur l'année, en fonction de vos temps forts. Si je prends l'exemple de Paris, de bien anticiper septembre-octobre, vous avez tous les salons professionnels, donc possiblement beaucoup de clients entreprises qui vont passer, la rentrée, les fins d'année, je pense à des clients qui travaillent avec les CSE pour les arbres de Noël, ce genre d'event, et de structurer son plan autour de ces cibles de clients. Donc, comme disait Reda, les tirs, sinon par segment, et se donner des petits objectifs clairs chaque mois. Donc, je vais pas encore une fois répéter ce que disaient Margot et Julien, mais voilà, au moins un nombre d'appels, un nombre de devis, se mettre des petits objectifs SMART si on n'est pas en mesure de se faire un vrai gros plan béton. Il vaut mieux un peu que pas du tout. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça ton point. Exactement. Et pas attendre d'être, voilà, j'ai plus rien à faire, donc il faut que je fasse. C'est comme le sport. Exactement. Je suis bien placée pour le savoir. Je me mets sport petit à petit. Exactement. Bourde numéro 2. Le numéro 2, je dirais oublier le timing. Pareil, on en a parlé tout à l'heure, de lancer des actions sans penser au timing client, c'est-à-dire les booking windows, leur fenêtre de décision, de réservation. Par exemple, se retrouver, et ça m'est arrivé avec un mois de septembre un peu vide parce que on s'est dit au mois de juillet qu'il fallait le remplir. Et ben non, il faut anticiper un petit peu. Généralement, on s'en occupe en mai, en juin, en tout cas avant les grandes vacances d'été. Et trop tard, les clients ont déjà choisi et partis ailleurs. Donc, anticiper voilà des temps de décision des clients. Selon les saisons, je pense que c'est plus ou moins long, mais voilà, sur les gros rushs, pensez à anticiper. Travailler avec un planning aussi pour vos équipes, parce que le timing, c'est aussi en interne. Clémence parlait d'impliquer le marketing, et c'est un de mes points suivants, mais de penser à impliquer tout le monde et de timer tout ça parce que sinon ça part dans tous les sens. Et de se faire un calendrier. J'aime beaucoup les rétro-planning. J'en avais parlé précédemment dans une précédente émission, mais pas hésiter à se faire des petits plannings simples. C'est pas très compliqué sur Excel, par exemple, ou sur Outlook. Ah non, Anne-Claire. Si on n'a pas le temps de faire autrement. Non, voilà. non, mais c'est très bien. Je te charrie. Oui, mais au moins se donner des deadlines pour pas que ça parte dans tous les sens. Bourde numéro 3. Bourde numéro 3, on va parler de l'équipe, d'impliquer personne et de faire son petit plan tout seul dans son coin, que ce soit les équipes commerciales, opérationnelles, marketing, enfin voilà, vos chefs de projet. Je me dis, plus on implique les gens, plus ils seront impliqués dans votre plan.
parce que ce sera leur plan et pas votre plan. Donc je dirais oui, de monter en coordination avec tout le monde, prendre en compte les contraintes de tout le monde, alors pas toutes les contraintes, mais les grandes contraintes qu'on connaît. Les vraies contraintes, on va dire. c'est Il y a ça, les fausses exactement. contraintes mais on pourra en reparler. Exactement. Et co-créer des offres ensemble, comme on disait, se faire aider. On parle du marketing, on peut aussi parler des revenus managers en hôtellerie, par exemple, qui ont la science des chiffres et qui peuvent vous aider à monter un plan béton. Et déléguer, collaborer. Je sais pas si on a moi, Anne-Claire, j'aime pas le téléphone. On dit, Anne-Claire, tu feras pas l'émission téléphonique, par exemple, tu feras autre chose. Voilà. Pensez à répartir et à faire en sorte que le plan convienne à tout le monde et impliquer l'équipe, et les former. Mais c'est un bon point ce que tu dis aussi, c'est peut-être avoir un plan d'action commercial en fonction des talents de l'équipe et de répartir les actions sur des personnes qui vont s'épanouir sur ces actions. Et c'est vrai que si elles sont impliquées et que on voit une personne beaucoup réagir à un des projets, on sait qu'on peut peut-être lui donner le lead sur le projet parce que ça va rouler. Et puis après, il y en a d'autres à qui il faut donner confiance parce que des fois ils seront très bons mais ils osent pas. Bourde numéro 4. Alors numéro 4, je dirais ne pas animer le plan d'action commercial. Faire un plan c'est bien, en parler c'est mieux. Ça paraît bête, mais faire juste une vague de relance qui sert à rien, sans suivi, sans timing, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je dirais planifier au moins un petit suivi dans son CRM de relance, de période. Encore une fois, ça rejoint le timing. Et pareil, d'animer la performance interne. Pourquoi pas donner des... Quand tu dis animer, Anne-Claire, c'est vraiment tout ce côté suivi de performance des actions. C'est ça, en et fait. puis C'est que ce soit si on côté lance des actions, on va dire on appelle nos clients prio, ce que Reda appelait les tier one, et que on le note nulle part, qu'on n'a aucun suivi, C'est ça. en fait ça sert à rien. Oui, c'est pas lancer une action dans le vide. Et ça arrive souvent? Oui. Oui. Ça m'est arrivé. Je me permets de le dire, je l'ai fait. Donc oui, Et donc tu n'as pas pété les scores quand tu as fait ça? Pas vraiment, non. Oh, J'ai essayé, peut-être, mais indirectement ou sans faire exprès en tout cas. Mais cela dit, parce qu'on rigole, cela dit, quand tu as mis en place un suivi, t'as vu la différence. C'est ça, exactement. Et ça rejoint aussi, quand on disait impliquer l'équipe, c'est aussi un suivi des équipes. On peut incentiver l'équipe sur tel ou tel objectif, donc animer dans tous les sens, interne, et ça peut externe. être des choses très simples, incentiver l'équipe. Moi, je me souviens d'un directeur dans un des établissements où j'ai travaillé qui était très très bon sur le management d'équipe et qui lançait des défis, mais qui paraissaient un peu, j'en sais rien. Il se rendait compte que en cave, ils avaient peu vendu de tel vin, qui à l'achat n'avait pas dû coûter très cher à la bouteille, parce qu'évidemment, vu les volumes qu'on achetait, voilà, c'était pas des bouteilles. Pas des Romanée Conti, quelques centaines d'euros, mais et il disait si vous vendez, si vous faites tel résultat à la fin de la semaine, je vous offre 2 bouteilles de blanc. Ça fonctionne. Et ça fonctionne hyper bien. Et je pense qu'il avait dû dépenser, allez, entre 10 et 20 balles. Oui, c'est surtout en France, hein. Exactement. Et je trouvais ça génial parce que tout le monde était à fond. Et tout le monde voulait gagner les bouteilles. Et il pouvait nous faire ça sur une boîte de biscuits comme ça marchait toujours. C'était hyper drôle. Oui, j'ai eu des challenges karaoké chez un de nos clients d'ailleurs. Voilà. Une soirée karaoké. Mais ça fonctionne, il faut peu de choses. On est tous pareils. Mais oui. Donc comme quoi, c'est pas non plus, allez pas chercher vous êtes pas toujours obligé d'aller chercher des choses très très compliquées, des petites attentions, ça marche pour que vos équipes se mettre dans l'ambiance et en plus ça crée une cohésion d'équipe très 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 fun. Exactement. Bourde numéro 5. Alors je vais parler de l'offre. Encore une fois, je traîne pas sur celle-ci parce qu'on en a déjà pas mal parlé en plus. D'expliquer aux clients et de créer des supports clairs, sympas, par cible.
Bon, on a déjà fait une bonne partie là-dessus, donc Non, mais ton point est bon sur le fait que tu dis surtout sur ce point que on a tendance à pas expliquer l'offre. c'est ça. On n'en C'est parle ça, pas. En fait, l'expliquer. on envoie un truc, mais on n'en parle Oui. pas. Et on parlait de forfait. Alors, je vois beaucoup de clients de par mon poste chez Booking Shake, mais les forfaits groupes, on me dit bah oui, mais moi je sais pas estimer le prix de ma salle. Et ben je leur dis vous pouvez au moins estimer un nombre de personnes à partir duquel la salle devient rentable, sans calculer le coût précis et de se dire bah voilà, à partir de tant de personnes, je passe en forfait et tout le monde est gagnant. Voilà, en tout cas avoir un résumé clair de ce qu'on offre, une offre lisible, des supports pour le vendre, que ce Mais ça, soit c'est des intéressant. Ça, c'est un sujet intéressant pour nous à peut-être aller oui, creuser sur comment on fixe combien nous coûte un endroit. c'est ça. Parce que un client qui sait pas combien lui coûte une salle, c'est embêtant. Enfin, un client. Exactement. Un Il y a pas utilisateur Booking Shake. Il y a pas un truc qui s'appelle le loyer? Non, mais des charges, L'électricité aussi. voilà, il y a pas mal de la masse salariale, il y a pas mal de choses qui peuvent normalement. Mais bon, on va pas creuser. Mais quand vous faites donc pour revenir à notre histoire, vous avez un plan d'action commerciale, vous avez des actions. Dans ces actions, il y a qu'est-ce qu'on vend, et si qu'est-ce qu'on vend, c'est pas clair pour le client, c'est embêtant. C'est ça. Exactement. Et bourde numéro 6, parce qu'on Ce en sera a la pas dernière. tant parlé que ça. Ouais, ce sera ta Non, dernière. j'arrête, je vous laisserai tranquille, mais c'est sur le tirer des leçons de ce qu'on a fait. Margot l'a évoqué tout à l'heure, donc soit par rapport à des objectifs. Personnellement, je le faisais beaucoup par rapport aux années précédentes. Ça venait aussi de mon expérience en revenu management où le N-1, N-2 sont nos amis. Mais je donne un exemple. Vous avez fait une super opération en janvier, ça a très bien marché. Et voilà, on s'arrête là. Il y a pas de conclusion, il y a pas de suivi. Ou à l'inverse, je crois que c'est Clémence, tu le disais tout à l'heure. Ben cette offre-là n'a pas marché. Elle m'a apporté 0 client ou 2. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Pourquoi? D'ailleurs, dans Booking Shake, on peut vous créer des petits statuts de refus pour pouvoir analyser ces points-là, et d'aller creuser, de pas juste se dire bon bah ça a pas marché, tant pis. C'est de Et faire puis on peut sortir toute l'analyse de ces ventes, donc on peut ça. facilement aller regarder ce qu'on a vendu le mieux, le moins. Oui. Bref, ouais. Et Vous moi, c'est adapter. quelque chose que j'ai peu connu, dans le sens on nous sensibilisait pas à ce qu'on vendait, Oui. mais en termes de quels étaient les produits phares, et c'est dommage parce qu'en fait on gardait nos offres par habitude, on changeait le contenu parce que les produits changeaient, les fournisseurs changeaient, on changeait un peu le prix quand il y avait un peu d'inflation, et roule ma poule, hein, c'était à peu près ça, hein. Mais je pense que tout le monde, hein, beaucoup de gens Mm. et il faut voilà garder les formats qui ont marché, les timings qui ont marché, de dire bah voilà cette année j'ai raté septembre, bah l'année prochaine je ne raterai pas septembre parce que je sais pourquoi ça n'a pas rempli, et se faire des débriefs en équipe. Encore une fois, j'insiste dessus, mais plusieurs vues sur un même sujet donnent plusieurs solutions. Donc C'est ça, ouais. voilà, faire des retours fréquents, se noter en historique ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, aller un peu chercher chez les autres aussi ce qui marche et ce qui marche pas, et garder en mémoire tout ça. Merci Anne-Claire pour de ne pas avoir eu peur de De dire qu'on a fait de des bêtises. de nous raconter tes bêtises. Merci à tous pour ce premier épisode de talk show. Peut-être on l'appellera le shake show. On aime bien les jeux de mots, vous le savez. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous envoyer des petits messages sur LinkedIn, par email, et nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, pour qu'on puisse en faire un épisode exceptionnel. Julien, Margot, Lucie, Anne-Claire, Reda, merci encore. Merci beaucoup. À très Merci. Avec bientôt. plaisir. À bientôt.
Amusez-vous bien. À bientôt.